Parfois, les hommes raisonnables doivent faire des choses déraisonnables. Ceci est la phrase d'un homme qui s'est enfermé dans un atelier pendant plusieurs mois avec un bulldozer de 60 000 kilos et qu'il a littéralement tuning pour en faire une machine blindée afin d'aller détruire sa propre ville. Et en fait, les gens n'ont plus appelé ça un bulldozer, mais littéralement un killdozer. Et ce monsieur qui a littéralement vrillé se nomme Marvin Himeyer. Nous sommes le 4 juin 2004. Cet homme va détruire une douzaine de bâtiments de la ville de Granby dans le Colorado, dans un bulldozer, comme je vous l'ai dit, complètement blindé. Certaines personnes voient en lui l'ultime patriote, tandis que d'autres, évidemment, le prennent pour un fou. Mais alors la grande question, c'est qu'est-ce qui a poussé cet honnête travailleur de 52 ans à en arriver là? Et pour comprendre, on doit revenir un petit peu en arrière. Marvin Himeyer, il est né le 28 octobre 51 à South Dakota aux États-Unis. Il a grandi dans une famille de 7 enfants et travaille souvent dans la ferme familiale. Selon les dires des uns et des autres, Marvin est un enfant solitaire et introverti. Il a pas mal de difficultés à nouer des relations avec les autres de son âge. On sait aussi qu'il souffre de dyslexie et que du coup, à cause de ça, il est souvent victime d'harcèlement à l'école. C'est-à-dire que tout le monde se fiche de lui et il le vit plutôt mal. Par la suite, on sait pas vraiment grand-chose de lui, si ce n'est qu'il travaille un temps dans la construction et la réparation d'équipements de chantier. Par la suite, il va travailler quelques années pour l'Air Force, dans l'armée. Au début des années 90 et à la fin de son contrat pour l'Air Force, Marvin veut démarrer une nouvelle vie et s'installe à Granby, dans le Colorado. Comme c'est souvent le cas avec des militaires, c'est-à-dire qu'ils finissent leur contrat de plusieurs années. Une fois à la retraite, ils ont leur petite retraite, et puis ils vont continuer de travailler parce qu'ils sont encore assez jeunes. Donc là, c'est ce qu'il fait. Il veut monter un petit business. Lui, ça l'intéresse pas de rester à rien faire et de profiter de sa retraite, non. Il veut être actif. Et il va commencer tout d'abord comme soudeur chez un garagiste. Il se rend vite compte que ses talents sont très recherchés. Et que visiblement, les soudeurs, ils gagnent quand même un petit peu d'argent et qu'il y a beaucoup de demandes. Donc il va continuer dans cette voie. Marvin ne connaît pas la région et ne connaît personne non plus, mais le lieu qu'il a trouvé semble idéal. Idéal pour monter son activité de mécanicien et de soudeur. Il va donc décider de s'installer ici, à Granby, dans cette zone que vous voyez. Et ça tombe bien, parce qu'en 1992, beaucoup de sociétés de crédit font faillite et l'État revend leurs biens à des prix dérisoires. Marvin, il va donc participer à des enchères à Denver pour trouver la perle rare et y monter son petit business. Il va profiter un petit peu de cette situation économique pour trouver un lieu pas très cher et l'acheter. Et justement, il va finir par repérer une zone qui est à l'abandon, qui appartient à la commune de Granby. Dans cette zone, il n'y a aucune activité industrielle et Marvin décide très rapidement d'y acheter un terrain de 8000 m² avec un local de 280 m². L'endroit, il est parfait pour lui parce que c'est tranquille, c'est pas cher du tout et c'est plutôt bien placé. C'est-à-dire qu'il est dans la ville, il est pas trop loin, donc ça lui permet de voir ses clients assez facilement. Et comme je vous l'ai dit, le prix, il est très faible. On est aux alentours de 100 000 $, ce qui est très faible pour la taille du terrain, je vous rappelle, plus l'atelier. On note quand même un petit détail, mais qui aura son importance plus tard dans l'histoire. La zone ne possède aucun accès direct à la route et Marvin doit traverser un terrain mitoyen pour y accéder. Son terrain et son petit atelier, ils sont un peu isolés, il faut passer par un autre terrain pour y accéder. Déjà, le truc sent pas très bon. Pour le moment, aucun problème, puisque la zone, évidemment, elle est déserte comme je vous l'ai dit. Mais ça, c'est pour le moment. Très rapidement, cette zone déserte, qui n'a jamais intéressé personne jusque-là, se met soudainement à attirer des investisseurs. À croire que Marvin a eu du flair, les prix d'achat font un bond et sa propriété double très vite de valeur. Un gigastonk, comme on dit. Là, il a fait littéralement une affaire en or. Marvin, lui, il est hyper content parce que le lieu, il se dynamise, il est plus tout seul, et autour de lui s'installent des petites et moyennes entreprises. Le côté positif, c'est qu'il s'entend très bien avec ses voisins professionnels, et qu'en plus, son activité, elle est florissante, ça lui ramène un max d'argent. Il a plein de clients, ça fonctionne bien, tout roule pour lui. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes et la petite entreprise de Marvin ne connaît pas la crise. Sauf qu'un beau jour, la commune, qui est propriétaire du lieu, je vous rappelle, elle entre en jeu et commence à s'intéresser de plus près à ces terrains dont tout le monde se fichait. Et effectivement, elle se rend compte qu'elle a peut-être sous-estimé le potentiel financier et industriel des autres terrains aux alentours. Donc là, la mairie, elle se rend compte qu'elle a peut-être pas fait une affaire en vendant si peu cher des terrains, notamment à Marvin. Et donc ça commence déjà, à pas sentir très bon. Et en fait, dès cet instant, tout va aller très vite. Toujours en 2001, une entreprise locale spécialisée dans la production de béton qui se nomme Mountain Park Concrete et qui est dirigée par la famille Dockchef s'installe sur la parcelle voisine de celle de Marvin. Parcelle que vous pouvez voir ici entre le terrain de Marvin et la route. Là, vous commencez un petit peu à comprendre peut-être ce qui va se passer. Installation évidemment qui a été approuvée par la commune, évidemment. Sauf que là,
Premier problème. En fait, il s'agit du fameux terrain que Marvin doit traverser pour rejoindre la route. Et donc ce terrain est maintenant privé, il appartient à quelqu'un. Donc ça change complètement la donne. La mairie s'en foutait que Marvin traverse. Mais là, si c'est à quelqu'un, la personne, elle peut dire, non, tu traverses pas. Donc en fait, il se retrouve bloqué dans son propre atelier. Mais second problème, Marvin doit avoir absolument l'autorisation légale de Cody Dog Chef, donc ceux qui ont racheté le terrain d'à côté que Marvin doit traverser, pour justement traverser leur terrain et atteindre la route. En d'autres termes, créer un accès qui traverse le terrain de son voisin. Je vous le donne en mille, Cody Dog Chef refuse. Il dit, non, tu construis pas de route, c'est interdit. Et en fait, il est dans son droit, c'est-à-dire qu'il a totalement le droit de refuser que Marvin construise une route qui traverse son terrain qu'il a acheté, sauf que c'est une situation complètement bizarre, parce que, du coup, il se retrouve isolé, Marvin. La situation est très compliquée et n'a qu'une seule issue, que Marvin revende sa parcelle, notamment à Dog Chef, celui qui a le terrain d'à côté. Et ça tombe bien, parce que Cody Dog Chef lorgne sur une partie du terrain de Marvin. Il souhaite faire fonctionner sa centrale à béton sur cette partie. Donc là, on a un début de solution, c'est-à-dire que le voisin rachète le terrain, évidemment plus cher, donc tout le monde est un peu content, solution trouvée, problème réglé. Et non non. Les deux hommes finissent par se rencontrer et Marvin accepte contre toute attente de vendre sa partie de terrain à Cody Dog Chef pour 250 000 $. Acheté 42 000 $ à l'époque, donc une grosse plus-value on peut dire, c'est pas dégueulasse. Sauf que l'accord finit par mal tourner lorsque Marvin se met à gonfler progressivement le prix. C'est-à-dire qu'il avait tellement le seum qu'il s'est dit non, moi je vais pas vendre à 250 000 $ en fait. Il exige désormais 375 000 $. Cody Dog Chef accepte de nouveau cette nouvelle offre, même si ça pique. Mais finalement, Marvin, il va encore se rétracter et il va réclamer cette fois 1 million de $. Sauf que là, évidemment, c'est beaucoup trop et Cody Dog Chef, il va dire non, ton terrain, Marvin, il vaut clairement pas ça, je mets pas 1 million là-dedans. Je pense que Marvin était peut-être un peu trop gourmand et il avait aussi peut-être le seum de devoir vendre un peu de force son terrain et donc il a gonflé le prix exprès, mais finalement, l'affaire se conclut pas à 1 million de $. Suzy Dog Chef, donc la femme de Cody, affirmera à plusieurs reprises que Marvin n'est pas l'homme aimable que ses amis font de lui. Il aura des problèmes de colère et d'impulsivité. Sauf que malheureusement pour Marvin, il se fourre petit à petit dans une bataille juridique qu'il ne peut clairement pas remporter. En fait, face à lui, il a les Dog Chef, donc ses voisins, qui est une famille d'industriels dont les dirigeants sont très influents et proches des plus hauts placés du système politique local. Donc évidemment, quand vous avez tous les politiciens du coin dans la poche, c'est un petit peu plus facile, pour qu'on vous priorise. Inutile de préciser que la commune de Granby prend dès le début position pour Mountain Pass Concrete. Et donc pour la famille Dog Chef. Marvin, lui, pour eux, c'est juste un étranger qui vient du Dakota, qui est venu s'incruster dans la ville, et donc il est pas du tout prioritaire face à la famille Dog Chef. Et comme prévu, l'activité de Marvin s'effondre à vitesse grand V. Puisque, je vous rappelle, personne ne peut rejoindre son local puisqu'il n'y a pas de route pour aller chez lui. Évidemment, il est désemparé et il décide de demander à la commune qu'elle lui crée un accès reliant son atelier à la route. Et évidemment, la mairie, elle va lui mettre un grand stop et lui dire « Non, mais pas d'argent là-dedans, tu te débrouilles, c'est toi qui fais ta route. » Enfin, c'est toi qui fais ta route. En gros, elle lui dit non, nous on fait pas de route, tu te débrouilles. Mais Marvin, lui, il va pas se démonter et il propose alors à la commune de prendre intégralement à sa charge la construction de cet accès. Il va même commencer les travaux pour montrer sa détermination. Et il va même acheter un bulldozer. Bulldozer est très important dans cette histoire. Sans grande surprise là encore, son permis de construire est suspendu et la justice le menace même d'amende de plusieurs milliers de dollars si il poursuit les travaux qu'il avait commencés pour créer sa route. Donc là on voit que tout est fait pour le stopper, je veux dire que vraiment on lui met des bâtons dans les roues, on sait pas trop ce qu'on attend de lui mais ils vont le pousser jusque dans ses retranchements. Bon, à ce stade, on se dit que la situation, elle peut pas être pire pour Marvin. Et pourtant, en 2001, on lui inflige plusieurs amendes pour un montant total de 2500 $. Et pour quelle raison ? Accrochez-vous bien. Absence de raccordement aux égouts. Oui, parce qu'en s'installant, Mountain Pass Concrete, donc ses voisins, a bloqué tout raccordement possible du local de Marvin aux égouts. Mais surtout, ce raccordement coûterait entre 60 000 et 80 000 $. Évidemment, c'est hors de question pour Marvin de payer cette somme énorme. Je sais même pas s'il peut, en fait. Il va avoir également d'autres amendes pour des voitures qui sont remplies de poubelles sur sa propriété et que la commune juge visuellement inesthétique. C'est un petit peu devenu une sorte de déchetterie dégueulasse et la commune a dit frérot, c'est crade là, qu'est-ce que tu fous ? Bon, Marvin, il est plus à sa près, il va finir par payer ses amendes avec un chèque qui libellera au nom de lâche et menteur du conseil municipal. Et il ira le déposer en insultant l'employé de mairie. Le mec, il en pouvait plus, mais on peut le comprendre en même temps. Et ce n'est que le début. Suzy Dog Chef dira plus tard qu'elle et sa famille ont essayé de se réconcilier avec Marvin. En fait, lorsqu'il avait besoin de son fameux raccordement aux égouts, ils ont voulu lui en offrir un. Un raccordement qui longerait leur terrain. Et tout ça en échange de l'abandon des poursuites judiciaires qu'il avait commencé
lancé à leur égard, et à l'égard d'autres parties, notamment la ville. Mais Marvin, il refuse, c'est-à-dire qu'on lui offre un pipeline pour évacuer ses chiottes, en échange de l'arrêt des poursuites judiciaires, mais il dit non. Moi, non, je ne veux pas, je continue mes poursuites judiciaires, vous ne me construisez pas d'égout, c'était peine perdue. Là, Marvin, il est dans le viseur de personnes plutôt influentes, et il commence psychologiquement à fatiguer. Mais les amendes, en plus du reste, ne l'achèvent pas pour autant, et il essaie malgré tout de trouver une solution pour conserver son travail et son atelier. Il continue de tenir tête à l'impitoyable circuit administratif américain, et il va même entreprendre de nouvelles tentatives pour gagner gain de cause. Il va réussir à obtenir les signatures de la majeure partie des habitants de Granby, et va déposer cette pétition à la mairie. Mais aucun résultat, la mairie, elle en a rien à faire, même si t'as tous les gens de la ville qui sont avec lui, la mairie s'en fout complètement. Et à ce moment-là, il va décider de médiatiser son cas, voilà, pour donner de la visibilité et espérer faire pression comme ça. Mais en fait, l'effet désiré sera totalement l'inverse, et ça va lui faire une très mauvaise pub. On est maintenant en 2002, et après des dizaines de recours en justice, Marvin finit par perdre le procès face au Doc Chef, avec en plus l'obligation de revendre à un prix ridicule son terrain et un délai de 6 mois pour dégager les lieux. C'est-à-dire que là, le mec, il a tout perdu. L'argent qu'il a mis dans le procès, son terrain, enfin, le mec doit dégager, là vraiment, on l'a jarté, littéralement. Son avocat va le déconseiller de faire appel de ce jugement, car Marvin a déjà dépensé 150 000 $ dans cette bataille. Cette bataille qui a duré plusieurs années, voilà, qui n'a pas abouti et qui lui a même desservi. Finalement, en 2003, le vent va tourner pour Marvin et il décide de tout vendre. Son atelier, son bulldozer et son terrain. Il trouve acquéreur auprès de Travis Bruce, le patron d'une société d'enlèvement d'ordures, pour la modique somme de 400 000 $. Donc là, il fait une plus-value, il fait x10. Travis Bruce, ce businessman des déchets, va donc lui racheter tout, sauf le bulldozer. Le bulldozer n'est pas vendu. Il va d'ailleurs tenter de le revendre à plusieurs reprises, mais impossible. Personne veut lui acheter son énorme bulldozer. En même temps, cette machine, c'est un truc pour les mines, normalement. C'est 60 tonnes, hein, je vous rappelle. Et en fait, à partir de là, Marvin va complètement vriller et se sent investi d'une mission divine. Il est convaincu que si le bulldozer ne s'est pas vendu, c'est que c'est un signe du ciel et qu'il doit faire quelque chose. En fait, sa santé mentale, elle a un petit peu défraîchi et là, il pète un câble. Il décide de vendre sa maison, de sous-louer un hangar, d'y entreposer le bulldozer et de vivre dans le hangar avec son bulldozer. Et tout ça pendant plusieurs mois. Mais alors, pourquoi faire ? Eh bien, je vais y venir. Et il y a un ancien habitant de Granby qui dira, au cours de cette période, Marvin a juste atteint sa limite et a décidé qu'il allait retourner à Granby pour s'occuper des Doc Chefs et de tous ceux qui, selon lui avaient fait du tort au cours de ce combat. On entend par cette phrase que Marvin, il était rempli de rancœur et que la vendetta allait être vraiment sévère. On est maintenant en 2004 et c'est à partir de ce moment-là tout va déraper. 2 ans plus tôt, Marvin a acheté ce fameux bulldozer Komatsu D355A avec l'intention de l'utiliser pour construire la route alternative vers son atelier. Route finalement qui ne s'est jamais faite puisqu'il n'avait pas les autorisations. Bon, initialement, le bulldozer c'est un véhicule d'ingénierie qui sert à des travaux de terrassement, de construction et d'exploitation minière. Le modèle de Marvin, le Komatsu D355A, fait plus de 10 mètres de long et plus de 4 mètres de haut. Et il pèse, comme je vous l'ai dit, plus de 60 000 kilos. C'est littéralement un truc qui peut t'arracher une montagne. Mais ça, les amis, ce sont les caractéristiques avant les modifications. Et si je puis me permettre, le tuning de la mort. Qui peut se vanter d'avoir tuning un Komatsu D355A, un bulldozer de 60 000 kilos pour en faire une machine indestructible? Marvin l'a fait, et ça a mal tourné. Car durant les 18 mois qui ont suivi le conflit entre Marvin et les Doc Chefs, et ce que tout le monde ignorait, c'est que Marvin équipait en douce dans son hangar le bulldozer d'une armure dévastatrice. Il installe sur son bulldozer une couche d'acier, plus une couche de 30 cm de béton, plus une seconde couche d'acier par-dessus. Et tout ça tout autour du bulldozer. Il recouvre le moteur, les chenilles et la cabine. Certaines parties de l'engin sont même épaisses de 30,5 cm. Donc vous imaginez, le mec fait un blindage sur un bulldozer qui est déjà une machine de guerre, il rajoute 30 cm d'acier de béton, sauf que c'est pas fini parce que le tuning de la mort va continuer. Il va notamment installer un fusil semi-automatique en 308, un autre fusil de calibre 50, il va également mettre dedans un fusil en 22 LR. Ça c'est un plus petit fusil mais ça peut faire très mal. Je sais pas si vous vous rendez compte mais là le mec a littéralement fabriqué l'espèce de machine des méchants dans les Tortues Ninja, je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. Le technodrome, on l'a trouvé.
À l'intérieur, il manque juste Krang et on est dans les Tortues Ninja. Mais là n'est pas la question, parce que Marvin ne va pas s'arrêter là. Marvin met aussi dans le bulldozer de la nourriture, de l'eau et un système de survie dans la cabine quasi hermétique. En fait, il n'a aucune intention de sortir du bulldozer une fois qu'il est dedans, parce que figurez-vous qu'il va se souder à l'intérieur de celui-ci. Il va rédiger également une liste comprenant les noms de ceux qu'il jugeait responsables de son malheur. Et il va également s'enregistrer sur un dictaphone, enregistrant notamment cette phrase devenue par la suite très connue: parfois les hommes raisonnables doivent faire des choses déraisonnables. Et effectivement, je crois qu'il a vraiment appliqué la phrase qu'il a dit. Durant ces 18 mois, Marvin améliore son bulldozer dans la plus grande discrétion. Et personne ne remarque rien. Il vide aussi l'ensemble de ses comptes en effectuant des virements pour ses proches. 4 juin 2004. Marvin est prêt pour sa vendetta. Il s'installe dans son bulldozer ultra modifié. Il va souder la seule issue possible de l'intérieur, scellant ainsi son sort et se dirige à environ 12 km/h vers la cible numéro 1, l'usine des Doc Chef. Je vous remets un petit peu le tableau. Il y a un mec dans un bulldozer de 60 000 kg, blindé jusqu'à la moelle, avec des armes partout, avec des caméras aussi, parce qu'il voit rien dedans. Donc il a installé des caméras avec des écrans à l'intérieur, qui est fermé, je veux dire, personne peut l'ouvrir, même pas lui, qui roule à 12 km/h vers une usine en traversant la ville. Les gens voient passer cette espèce de bloc de béton roulant. Là, on se demande ce qui se passe. Et en fait, Cody Doc Chef, il est sur place ce jour-là, dans son usine. Quand il voit le bulldozer blindé arriver au loin, il saute dans l'un de ses tracteurs à chargement frontal et essaie de renverser ce fameux bulldozer avec Marvin à l'intérieur. Sachant que ce tracteur a une capacité de 40 tonnes et que le bulldozer fait plus de 60 000 kilos, eh bien, le bulldozer ne bouge pas, tout simplement. C'est donc un échec cuisant pour Doc Chef de stopper le bulldozer avec Marvin à l'intérieur. Marvin va même se mettre à lui tirer dessus. Cody Doc Chef s'en sort en fuyant et réussit à s'éloigner en voiture. Marvin, il va continuer sa route complètement folle. Il va détruire une grosse partie de l'usine de Doc Chef, mais ne s'attarde pas plus longtemps dessus. Il continue d'assouvir sa vengeance destructrice et se dirige maintenant vers le centre-ville. Il va commencer à démolir les bâtiments de la mairie, le poste de police, la bibliothèque, une station de télévision locale et plusieurs magasins. Il détruit également des voitures et des camions qui bloquent certaines rues. Sur le chemin, il tire sur des voitures de police, sur 2 agents des forces spéciales et tire aussi 15 balles de son fusil 50 BMG sur des réservoirs de propane pour tenter de les faire exploser, mais ça ne fonctionne pas. Alors, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est des 50 BMG? C'est pas des balles normales, les 50 BMG. Je vous mets une image ici, là, regardez. Regardez la taille de la balle. Là, c'est plus une balle, hein, c'est un obus, le truc. Et bien, même en tirant avec ça sur des réservoirs, ça n'explose pas. Pas moins de 13 bâtiments seront littéralement ravagés par le bulldozer et heureusement, aucune personne ne sera tuée. Tout au long du saccage, des responsables du département du shérif local, de la patrouille de l'État du Colorado, de l'US Forest Service et même une équipe du SWAT ont essayé d'arrêter le bulldozer qui a été renommé pour l'occasion le Killdozer. Déjà, quand tu renommes un truc comme ça, bon, ça veut tout dire. Killdozer, j'adore. Sauf qu'aucun de ces organismes de défense n'avait prévu que le bulldozer serait totalement imperméable à leurs tirs et à leurs explosifs. Personne n'arrive à l'arrêter, même le SWAT. C'est-à-dire qu'ils tirent dessus, ils tentent des trucs, mais évidemment, le machin, c'est pire qu'un tank. Il est inarrêtable. Et je parle pas non plus des caméras qui sont impossibles à atteindre. Marvin avait soigneusement protégé chacune d'entre elles avec une protection plastique par balle de 7 cm d'épaisseur. Les fameuses caméras qu'il avait positionnées autour du bulldozer parce que, évidemment, lui, il était complètement enfermé, il voyait rien, il avait besoin de ses caméras. Bien, même les caméras, il les avait blindées. Sans parler du fait que Marvin a soigneusement graissé l'ensemble du bulldozer afin d'empêcher quiconque de grimper dessus. Il avait mis du gras tout autour pour que ça glisse. Le mec avait vraiment pensé à tout. Je pense pas que quelqu'un aurait tenté quand même de monter dessus parce que bon... ça paraît un petit peu dangereux. Évidemment, personne ne réussit à le stopper, le truc est littéralement inarrêtable. Et c'est après 2 heures et 7 minutes que le massacre prend fin. Le bulldozer finit par se bloquer lorsque Marvin essaie de raser la quincaillerie Gambles. Une partie du sol s'écroule sous le poids de l'engin, et l'une des chenilles du bulldozer est prise au piège dans le vide du sous-sol. Marvin, se sachant coincé avec en plus un radiateur endommagé qui n'arrêtait pas de fuir, il va décider de mettre fin à ses jours à l'intérieur du bulldozer avec un pistolet, un 357. Et donc pour Marvin, c'est terminé. C'est que le gouvernement envisageait d'autoriser la garde nationale à lancer une attaque de missiles anti-chars avec des hélicoptères Apache AH-64. Non mais imaginez le délire. Des hélicoptères de combat dans la ville qui vont tirer sur un Killdozer. Je sais pas si vous avez l'image du truc. L'attaque avait été planifiée et si Marvin n'avait pas été pris au piège dans le sous-sol de la quincaillerie Gambles, le plan aurait été exécuté. Mais ils n'ont pas eu à le faire. Vous imaginez, on aurait vu des hélicoptères de combat tirer sur un mec dans un bulldozer. C'est quand même incroyable. J'ai plus de voix. Il faudra plus de 12 heures pour découper le blindage du bulldozer et sortir Marvin de là. Au total, près de 7 millions de dollars de dommages de matériel seront causés à la ville de Granby. Et étonnamment, personne d'autre que Marvin n'aura perdu la vie. Alors, héros populaire,
ou détraqué. Le cas de Marvin et Meyer divise les opinions, évidemment. Beaucoup de personnes le voient comme un héros populaire qui s'est fait justice tout seul face à un gouvernement probablement corrompu. Après tout, le pauvre homme n'a rien demandé. Il voulait juste qu'on lui fasse un accès pour continuer de vivre tranquillement de son métier. Il a usé tous les recours légaux possibles sans obtenir gain de cause. Beaucoup affirment qu'il ne méritait pas cet acharnement et qu'au final, il ne voulait blesser personne en faisant ça avec son bulldozer. Sauf que le département du shérif contredit cet élément, disant que ça relève plus de la chance que de l'intention de ne pas supprimer des gens. Parce que Marvin a notamment tiré de nombreuses balles de fusil semi-automatique sur Cody Dogchef. Donc on peut penser qu'il avait un peu l'intention de buter des gens. Bon, des gens bons. Non, des gens bons. C'est en deux mots. Sans parler du réservoir de propane sur lequel il a tiré avec des balles plus grosses que mon pied. Si ces réservoirs de propane avaient rompu et explosé, n'importe qui à moins de 900 mètres dans les environs de l'explosion aurait été atomisé, a déclaré le département du shérif. Ce qui comprenait environ 12 policiers et des résidents d'une maison pour personnes âgées. Le mec aurait fait littéralement exploser un EHPAD. Sans parler bien sûr des enfants évacués à temps qui se trouvaient dans la bibliothèque que Marvin a détruite. Donc en fait, le fait qu'il n'y ait pas eu d'autres personnes qui soient tuées à part Marvin, bah c'est un peu de la chance, on va dire quand même. Quant au Dogchef et à la Mountain Pass Concrete, leur business a pu reprendre après que leur usine ait été reconstruite. Encore à ce jour, beaucoup d'Américains voient en eux des monstres suite à l'histoire de Marvin. D'ailleurs, regardez, on peut aller voir sur Google Mountain Pass Concrete, j'ai du mal à le dire. On peut voir que les avis sont pas forcément très bons et il y a beaucoup de gens justement qui réagissent par rapport à cette histoire. C'est marrant hein, parce qu'on peut littéralement aller sur leur page Google Avis, elle existe encore. Même si ça a fermé maintenant définitivement, les mecs se sont barrés. Hein. Je pense que ça devait être invivable pour eux. Il y a une autre histoire comme ça qui est un peu similaire, c'est celle de Sean Nelson en 95. Il va choper un tank M60A3 et il va littéralement, comme vous pouvez le voir, se balader dans la ville de San Diego et faire des ravages. Donc là, vous êtes là en voiture et vous voyez un mec en tank se déplacer comme dans GTA, voilà, littéralement. Évidemment, cette histoire, elle est complètement incroyable. Moi, je trouve ça totalement fou. Et tout ça pour dire, les amis, qu'il faut toujours se méfier des gens qui possèdent un bulldozer. Enfin...